Serendipity est un mot anglais difficile à traduire, mais que l'on pourrait résumer par le fait de cultiver les heureux hasards, ou en d'autres termes, rester ouvert et attentif aux synchronicités de la vie. Je suis Mélanie, naturopathe et thérapeute spécialisée en fertilité féminine, et je suis moi-même confrontée à l'infertilité inexpliquée depuis plus de 8 ans maintenant. Ma philosophie est que tout arrive pour une raison, et que tout est juste, en dépit des apparences. Je pense que chaque épreuve peut être vécue comme une opportunité de grandir, de remettre de la conscience dans nos vies, et de renaître. Dans ce podcast, je reçois des femmes qui ont réussi à transcender leurs difficultés à devenir mères pour se reconnecter à elles-mêmes et retrouver confiance en un avenir joyeux. 2 fois par mois, je vous donne rendez-vous pour découvrir un nouveau témoignage, grâce auquel, je l'espère, vous vous sentirez moins seul, réconforté et peut-être même déculpabilisé. Bienvenue dans Serendipity, le podcast qui vous aide à vivre votre chemin vers la maternité de manière plus sereine et positive. Pour ce 6e épisode, Justine a accepté de nous partager son long et douloureux parcours. Elle nous parle de ses 8 ans d'essai bébé et nous raconte comment elle est passée progressivement de l'euphorie, de l'envie et de la motivation, à la colère, à la tristesse et à l'épuisement physique et moral. Elle revient sur sa grossesse tant attendue, puis comment elle et son mari ont dû dire au revoir à leur petite fille partie trop tôt. Elle nous explique enfin comment le développement personnel l'a aidée à ne pas sombrer après cette épreuve si douloureuse. Aujourd'hui, Justine a retrouvé le sourire et commence petit à petit à lâcher prise et à accepter qu'elle n'aurait peut-être pas les réponses à toutes ses questions. Je vous laisse découvrir son témoignage poignant et tout en émotion. Bonjour Justine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te recevoir dans ce podcast. Merci Mélanie pour l'invitation, je suis ravie de pouvoir témoigner. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, donc je m'appelle Justine, j'ai 37 ans. Je suis mariée depuis 8 ans avec mon chéri. Et donc forcément nous n'avons pas d'enfants, d'où l'objet de ce témoignage. Oui. Je suis architecte et tout nouvellement, je viens de créer ma boîte. Super, ta boîte du coup d'architecture. Tout à fait. Donc Super. c'est une grosse étape dans ma vie. Ouais, j'imagine. Et qui est un peu l'aboutissement de tout ce processus d'échec quelque part qui m'a permis de me surpasser et d'accéder à autre chose. Voilà. Le fait de ne pas avoir d'enfant, ça ouvre aussi d'autres possibilités. Tu vas nous raconter tout ça. Justement, à propos d'enfants, quand est apparu ton désir d'enfant ? Alors le désir en tant que tel a été très long. C'est-à-dire que on avait beau être, j'avais beau être en couple, on s'est mariés assez tard, c'est-à-dire 9 ans après s'être rencontrés. Je sentais que j'étais pas forcément prête pour avoir un enfant, tout simplement parce que j'ai toujours eu le sentiment qu'il fallait que moi je travaille avant tout sur moi-même, avant de pouvoir accueillir un enfant. Parce que je sentais que c'était une responsabilité énorme. Alors que pour certains, finalement, la responsabilité, c'est plutôt le mariage, c'est plus engageant. Pour moi, un enfant, c'est une responsabilité qui est assez conséquente. Et ça a été long, très long. Et je crois qu'en fait, avec le recul, je crois que ce désir d'enfant, même le jour où je suis tombée enceinte, et je t'expliquerai un petit peu tout ce qui s'est passé. En fait, j'ai découvert même après coup que j'avais vraiment envie d'être mère, mais c'est en l'ayant vécu. D'accord. Alors qu'avant, j'avais pas ce sentiment, même d'urgence, j'avais pas ce côté viscéral où certaines femmes disent mais moi je le sens dans mon corps, j'ai besoin d'être mère. Moi, ça ne me parlait absolument pas. Donc voilà. Donc ça a été finalement très très long. D'accord. Et du coup, quand est-ce que vous avez commencé à en parler avec ton chéri ? Alors en fait, on a fait le choix de se marier et puis après, assez naturellement, moi j'ai arrêté la pilule. Et puis au bout d'1 an, il s'est pas passé grand-chose. Ouais. Donc voilà, en fait, donc ce désir d'enfant est venu vraiment à partir du moment, après le mariage. C'était une sorte de continuité, si tu veux.
Et c'est oui, après 1 an d'essai on a commencé à se dire quand même peut-être qu'il faudrait que moi je consulte. Et puis ça a été le début d'un long processus Mmh. et un défilé de médecins en tout genre. Ouais, j'imagine et c'est drôle, tu dis: «Il faudrait peut-être que moi je consulte». C'est vrai que c'était tout de suite quelque chose que tu as vu dans ce sens, c'est-à-dire que pour toi, ça venait de toi le problème? Alors, en fait, c'est parce que j'ai dit «je» tout simplement parce qu'à l'époque, je suis allée voir tout simplement ma gynécologue, dans le cadre d'une, consultation classique et je lui D'accord. en ai parlé et forcément, c'est c'est pour ça que, voilà, je lui ai dit, ce qui se passait et elle m'a donné un médicament à l'époque et comme toujours, c'est quand même malgré tout la femme qui, de Oui, prime abord, vraiment, enfin, on focalise sur la femme avant de focaliser sur l'homme. tout à fait et du coup alors, heu, tu as commencé à consulter au bout d'1 an, c'est ça? Donc ta gynécologue et elle t'a fait faire des analyses? Alors, pas finalement des analyses, très poussées, je suis même pas sûre d'ailleurs d'avoir fait, grand-chose. Enfin, c'est tellement vieux que je me Oui. souviens plus très bien. Certainement peut-être quelques prises de sang et encore et elle m'a mis sous un médicament qui était censé, stimuler, voilà, Ouais, l'ovulation, tout l'ovulation, ça. ouais. Je crois que ça s'appelait le Clomid. Chlomide? Voilà, Non. exactement. J'ai appris après coup que c'était quand même pas, du tout indiqué dans mon cas, mais peu importe. Ouais. Et donc j'ai dû prendre ça pendant peut-être 6 mois, je ne sais plus, quoi qu'il en soit, ça n'a pas du tout été fructueux, et il me semble que c'est suite à ça, qu'elle nous a conseillé d'entreprendre peut-être, des analyses un peu plus poussées et donc D'accord. là, on a été orientés vers, un centre de PMA, donc à l'époque, on était sur, Nantes, donc Mmh. on a été, voilà, on a été dirigés vers ce centre référent. D'accord et comment vous l'avez vécu du coup ça, cette annonce que vous alliez peut-être devoir, passer par la PMA? Je t'avouerai que je me souviens plus très bien. Le cerveau a une capacité à oublier les moments un peu douloureux. Mmh. Bah, je pense que ça a été un choc forcément et en même temps, je crois qu'il y a une part de moi, mais je crois que mon époux m'a dit la même chose, il y a une part de nous, qui disait: «Mais c'est comme si on le savait déjà». D'accord, Comme si étant petite, je sais pas, comme si ça faisait écho à quelque chose que j'avais plus ou moins ressenti. d'accord, Donc une intuition. c'est étonnant ça. Ouais. Je saurais pas l'expliquer, mais voilà et lui me l'a enfin je pense que l'un comme l'autre on n'osait pas se l'avouer et un jour il me l'a dit et je dis: «Mais c'est curieux parce que moi aussi j'ai eu le sentiment», enfin comme si quelque chose, des souvenirs revenaient de l'enfance. Donc Ah ouais, voilà, c'était, d'accord, assez étonnant. OK et du coup, comment s'est passé ce premier rendez-vous, en PMA? Alors en fait, assez bien dans la mesure où en fait le médecin, que nous sommes allés voir nous avait été, conseillé par ma meilleure amie qui est médecin, Super. et qui elle était aussi dans un parcours de PMA. Et elle m'a dit: «Tu verras, elle est très bien, super», donc voilà, donc on y allait un peu confiant. Effectivement, le médecin, enfin la médecin était très bien, très à l'écoute. Elle a pris beaucoup de temps pour nous expliquer. Voilà et puis après ont commencé, bah, les 1res, démarches et c'est là que ça a commencé à se gâter, Mmh. D'accord. dans la mesure où je m'attendais pas du tout à un accompagnement tel que celui-ci. C'est-à-dire, un non-accompagnement, d'un point de vue, psychologique, empathique et enfin ça a été assez terrible, en fait. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter du coup un petit peu? Oui, donc en fait, c'est-à-dire nous, on nous a conseillé, alors on nous a expliqué tout d'abord qu'en fait, au regard des différentes analyses qu'on avait pu faire l'un et l'autre, qu'il y avait pas de pathologie en tant que telle. Alors moi, j'avais des ovaires polykystiques, mon époux, c'était pas très performant de son côté, mais pour les médecins, ça pouvait arriver du jour au lendemain comme ne jamais arriver. Voilà, D'accord. voilà, c'était un peu la conclusion et on s'est dit: «Bah oui, mais ça veut tout et rien dire». C'est-à-dire qu'à la fois, il y a beaucoup d'espoir et à la fois, peut-être que ça n'arrivera vraiment jamais. Donc voilà, c'était un peu curieux comme conclusion. Et puis, donc on nous a conseillé au regard de ce que nous avions, de passer par toutes les étapes. Donc d'abord, stimulation avec rapport, qui n'a pas du tout D'accord. fonctionné et mon époux a détesté.
ça l'a complètement, traumatisée, je crois, Ouais, bah, ouais. cette période où sur un temps donné, il faut avoir des rapports. Mmh. C'est un peu un tue-l'amour, hein, clairement, Oui, voilà. clairement, ouais. Ensuite, nous sommes passés par la phase insémination. D'accord, Donc là, on en a fait, 6 d'accord. et ensuite on est passé à la phase, FIV. Mais entre-temps, il y a eu beaucoup de choses. En fait, à aucun moment mon époux ne m'a mis, la pression. C'est-à-dire qu'il Mmh. m'a laissée complètement libre dans le timing, des reprises d'examen, des traitements, tout ça. Donc en fait, on a Ouais, eu malgré tout beaucoup de temps à faire ces 2 premières étapes. Donc à la fois les, stimulations avec rapport et les inséminations. d'accord. D'une part parce que je crois que l'un comme l'autre, on n'avait pas fait le deuil du fait que ça puisse arriver naturellement. Et je Ouais, crois que même encore aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas fait et lui non plus. Donc il y avait toujours cet espoir fort qu'on puisse devenir parent naturellement, ouais, ce qui ne s'est jamais produit. Donc voilà, donc en fait, il y a eu des périodes où effectivement on enclenchait comment dire les traitements, peut-être 6 mois de pause parce que aussi moi je changeais de boulot, donc c'était pas évident de pouvoir arriver dans un nouveau job, d'expliquer mon parcours de PMA, de dire que je serais absente à tel moment, à tel moment. J'en avais pas l'envie, j'avais pas envie de dévoiler cette intimité. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu des périodes vraiment de longues pauses entre chaque étape. Et c'est vrai que je pouvais en parler avec ma meilleure amie qui, elle, était dans ce parcours de PMA et qui, elle, enchaînait tous les mois. Et je me disais, mais comment fait-elle? Comment fait-elle? Moi, je ne peux pas. Physiquement, je ne peux pas. Psychologiquement, je ne peux pas. ah Donc voilà. ouais. Donc c'est pour ça que ça a été long. Oui, mais au final, tu t'es quand même écoutée, quoi. Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu des périodes où j'ai regretté en me disant, mais peut-être que si j'avais été plus rapide, bah, je ne serais pas aussi vieille aujourd'hui, enfin vieille entre guillemets, hein. Oui, Mais oui. au regard des courbes de fertilité, on est vieille, voire limite proche du Ouais, périnée. c'est ça. Non, mais je rigole parce que c'est vrai que cette fameuse Mmh. courbe qu'on peut Ouais, voir dans les salles d'attente de PMA devrait être bannie tout simplement. ouais. Ouais, ouais et puis, quand on parle de grossesse gériatrique à partir d'une certaine, certain âge aussi, Ah, je ne connaissais pas ce terme tu de connaissais pas? grossesse gériatrique. Ah, mais C'est fort sympathique. c'est terrible. Voilà. Donc oui, il y a quand même une période de ma vie où j'ai vraiment quelque part peut-être regretté d'avoir pris ce temps. Et aujourd'hui, je me dis, c'est comme ça, c'est que on devait le vivre comme ça, Mmh. et il n'y a pas de regret à avoir. Tout à fait, ouais. Comment tu vivais justement les traitements en eux-mêmes, en fait? Les injections, comment ça se passait, tout ça, pour toi? Alors, moi, globalement, je pense que je suis assez sensible, ce qui fait que les traitements me terrassaient, Ouais, littéralement. Et pourtant, quand j'en parlais toujours avec cette fameuse amie, elle qui avait des doses beaucoup plus conséquentes et ça ne lui faisait rien, moi, c'est pour ça que je pouvais pas enchaîner d'un mois sur l'autre, c'est que j'étais dans une fatigue extrême. ouais, Effectivement, en fonction des traitements, aussi avec une hypersensibilité. Je pense que je suis déjà quelqu'un de sensible, mais là, c'était plus, une irritabilité. Et puis avoir ce que je voulais aussi, c'est de pouvoir ne pas tourner ma vie autour de la PMA. J'existais en dehors de la PMA. On ouais. existait en dehors de la PMA. Donc ça, c'était aussi important pour moi, pour nous. Mmh mh. Oui et d'ailleurs au début, du podcast, tu disais que, avant que le désir d'enfant, survienne, en fait, toi, le plus important pour toi, c'était que tu te tournes d'abord vers toi, en fait, que tu te mettes au centre de ta vie, en fait et du coup, tu as été suivie pour ça? Tu as été accompagnée ou c'est un développement personnel que tu as fait de ton côté? Non, c'est un développement personnel que j'ai fait. Mmh Et mh. aujourd'hui, je me dis, mais sans ce développement personnel, je ne sais pas comment je serais aujourd'hui. Mais je pense que Ouais. je ne prendrais pas les choses avec autant de philosophie, si on peut dire. Mmh. Mmh. Et ça a été une aide précieuse. Ça Ouais, n'enlève pas la douleur, ça n'enlève pas la peine, ça n'enlève pas la tristesse, mais ça permet de la surmonter autrement. c'est ça. Mmh. Donc ça a été précieux et dans certaines périodes de ma vie, quand même un accompagnement psychologique, mais pas spécifiquement sur la PMA. D'accord, OK. Donc tu sors de ces 6 inséminations plus, les stimulations, précédentes. Voilà. Hem et du coup, qu'est-ce qui vous fait passer en FIV?
Alors c'est qu'au bout de 6 inséminations, comment dire? La gynéco nous a dit, «Bon, là on va peut-être passer à l'étape supérieure». Alors ce qu'il faut expliquer aussi entre-temps, c'est qu'on avait changé d'établissement. D'accord. C'est-à-dire qu'on était, dans un établissement donc public, sur Nantes, enfin le CHU de Nantes, hein, voilà. Et comme je te disais, en fait, le rapport avec c'était les sages-femmes qui donnaient les suites de traitement et qui annonçaient potentiellement si on était enceinte ou pas. Le rapport était vraiment très très rude. Et ça, j'ai vraiment détesté. J'ai trouvé ça ouais, très très dur psychologiquement en fait. Moi, j'attendais un accompagnement bienveillant et j'ai trouvé aucune bienveillance. Ah Donc ouais, ça a été très très dur et on nous a parlé d'un autre établissement sur Nantes. Et donc on a fait le choix de changer, d'accord. voilà, de changer complètement. Donc ce qui nous a aussi potentiellement ralenti là encore dans notre démarche, mais peu importe. Vous avez changé au cours des inséminations, du coup? Alors non, je pense qu'on a changé de mémoire, on a changé après les stimulations avec rapport. Donc on a D'accord, commencé les inséminations dans un autre établissement. OK, d'accord. Et c'était mieux quand même au niveau humain? Alors là, rien à voir le jour et la nuit, c'est-à-dire que la gynécologue était mais lumineuse, merveilleuse, elle était top, vraiment un rayon de soleil. Sa secrétaire était mais incroyablement gentille et bienveillante. Ça a été mais vraiment un appui incroyable. D'accord. Avec toujours le petit mot qui fait que bah, si on est au fond du trou, on se dit allez, je vais continuer à m'accrocher parce que vraiment ça fait plaisir. Ça, c'est Donc, chouette. donc rien à voir, on a vraiment été ravis de ce changement. Après, malgré tout, ce qui était compliqué, c'est que, habitant sur Saint-Nazaire, on va dire que c'est à 1 heure de route de Nantes. Tous mes examens courants, je les faisais sur Saint-Nazaire et les examens, enfin, ou les inséminations ou les actes plus médicalisés, on les faisait sur Nantes. Donc il y avait à chaque D'accord. fois quand même cette route à faire, tout cet effort Mmh. même de logistique, d'organisation qui était un peu compliqué au quotidien. OK. Mais après, l'avantage aussi comment dire, des traitements, c'est qu'ils permettent d'être complètement autonome dans sa vie. Enfin, moi, j'ai fait le choix dès le départ de ne pas passer, par exemple, par une infirmière pour me faire mes injections, Oui. parce que je ne voulais absolument pas avoir le sentiment d'être malade ou grabataire. Ou, voilà, je Ouais. voulais être libre de faire mes piqûres à l'heure que je voulais et comme je voulais. Ouais, d'accord. OK. Et donc, nous avons changé d'établissement, nous avons fait les 6 inséminations, et c'est au bout de ces 6 inséminations qu'elle nous a conseillé bon, de passer à la FIV, qui donnait des résultats quand même peut-être plus intéressants. Je pense qu'à l'époque, je n'étais pas tout à fait prête encore, Ouais. parce que je trouvais que c'était très invasif, la FIV. Et puis, je suis partie dans le cadre d'une formation en Inde. Donc j'étais toute seule, donc je suis partie sans mon mari, mais j'étais dans un groupe. Et Ouais. ce voyage a été, je pense, un tournant dans ma vie, dans le sens D'accord. où je suis revenue transformée. Et je Mmh. suis revenue avec une envie que je n'avais jamais sentie, c'est-à-dire un désir fort et viscéral de reprendre la PMA. Ah ouais, C'était la d'accord. première fois de ma vie que ça m'arrivait. Comme si mon OK, corps me disait, c'est le moment, il faut y aller. super. C'était incroyable. Ah ouais. Donc, enfin, rien que d'en reparler, j'en ai des Ouais, frissons. moi aussi. Donc voilà. Et donc on a repris les démarches. On a fait cette première FIV. Donc c'est une étape qui est quand même comment dire, très invasive. La ponction ovarienne a été assez terrible pour moi, très douloureuse, avec un nombril qui est devenu tout noir au bout de quelques jours. Enfin Ah voilà, ça ouais, a été voilà. Et puis comment dire, anesthésies générales sont toujours très compliquées pour moi. J'ai beaucoup de mal à me réveiller, donc là encore, ça me terrasse. d'accord, Et donc nous avons eu la chance d'avoir plusieurs embryons, je crois 4 à l'époque. d'accord. Et il y a eu le premier transfert d'embryon juste à suivre. Et ce premier transfert a été un succès. Super, Donc d'accord. voilà, c'était la première fois de ma vie que j'avais un test positif, un test de grossesse positif. D'accord. Tu as fait le test avant de faire la prise de sang, c'est ça? Non,
Non. Ça, en fait, je crois que le parcours m'a appris la patience, Ouais. plus. Et en fait, même, je suis limite à freiner des cas de fer Ouais. en me disant, «On verra bien». Ouais. Donc non, je n'anticipe jamais sur les examens. Je sais que certaines femmes, effectivement, font des tests avant de faire la Mmh. prise de sang. Moi, je l'ai jamais fait. D'accord. Peut-être trop peur de voir le résultat. Ouais. Donc Ouais, non, c'est clair. voilà. Et donc ça a été un succès. Donc j'avoue que ça a été aussi un choc quand ça fait, parce qu'à l'époque, ça faisait 5 ans Ouais. qu'on essayait. Mmh. 5 ans et ça fonctionne, j'avoue que j'étais à la fois heureuse et à la fois il y avait une part de moi, très réservée. D'accord. Et je ne sais pas pourquoi, là encore, j'ai mis du temps aussi, enfin on a mis du temps à l'annoncer. Même après les 3 mois, de rigueur. Mmh. Et je pense qu'on a bien fait, parce qu'en fait donc les 3 premiers mois se sont très bien passés, voilà. Et en fait c'est à l'écho du deuxième trimestre, des 5 mois là, où en fait on nous a annoncé que notre bébé avait des problèmes. Donc là ça a D'accord. été, le début de la fin en fait, où la descente aux enfers a commencé. Ouais. Et voilà, donc là, on a été d'examen sur examen et plus ça allait, plus ça a été horrible ce qu'on nous annonçait. On s'était dit que voilà, on était prêt à accueillir notre bébé dans sa différence parce que ça faisait tellement longtemps qu'on l'attendait et que c'était peut-être le bébé miracle qui n'arriverait peut-être jamais plus. Ouais. Et puis, à 7 mois et demi de grossesse, les médecins nous ont fait comprendre qu'il fallait vraiment qu'on prenne une décision. Parce que potentiellement c'était une pathologie grave, voire très grave. D'accord. Et nous avons fait le choix d'arrêter la grossesse. D'accord. Je ne pensais pas pouvoir prendre une décision comme ça un jour dans ma vie. J'imagine. Mais cette décision, elle a été prise à 3. Mmh. C'est-à-dire que nous avons eu une petite fille et c'est elle qui nous l'a soufflé. Ouais. Donc après, on y croit, on n'y croit pas, mais vraiment, Ouais. elle nous a dit de lâcher prise, qu'on avait fait tout ce qu'on pouvait pour elle, mais que voilà. Donc ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que nous sommes parents, Ouais. mais d'un enfant qui n'est pas Qui n'est là. pas là. Mmh. Donc voilà, donc au regard de la société, nous sommes toujours un couple sans enfant. Ouais. Vous l'avez mise quand même sur le livret de famille, du coup? Oui, oui, elle fait partie de la famille, voilà, on l'a Mmh. déclarée, c'est une petite Céleste. Elle nous a Mmh. aussi soufflé son prénom. Je pense que c'était prémonitoire parce que, Ouais. son prénom nous a été soufflé bien avant. Ouais. Donc voilà, donc ce parcours est vraiment compliqué. Ouais. Compliqué. Et c'est vrai que j'envie quelque part les femmes qui tombent enceintes 15 jours après avoir arrêté la pilule, qui ne se posent pas de questions, qui n'imaginent même pas que même une grossesse peut se transformer en quelque chose de assez terrible. Ouais. Et c'est vrai que moi j'avais l'impression quelque part d'avoir atteint le Graal en tombant enceinte. Mmh. Et à aucun moment je ne me suis dit que la grossesse pouvait poser problème. Et en même temps, malgré tout ce qu'on a pu vivre, qui a été une épreuve terrible, ça a été un moment merveilleux. C'était très ambivalent, mais parce que ma grossesse s'est malgré tout très bien déroulée, Mmh. au-delà du fait que l'enfant n'était pas forcément en santé, mais moi j'allais très bien. Mmh. Je crois que j'ai jamais été aussi épanouie qu'en étant enceinte, Mmh. et j'ai trouvé ça, c'est une expérience mystique, quoi. Ouais. Mmh. Voilà, et c'est vrai que c'est après cette grossesse que j'ai ressenti vraiment ce que pouvait ressentir une femme qui ressent viscéralement le besoin d'être Ouais. enceinte. Mmh. Mais avant ça, je ne l'avais jamais touché du doigt aussi fortement. Ouais. Et quelque part, c'est pour ça que pour moi, le désir d'enfant, il est quasiment arrivé après ma grossesse. Ouais. Ce qui peut paraître complètement paradoxal, hein, mais peut-être que j'avais besoin aussi de vivre ça pour me rendre compte que j'étais prête à être mère Ouais. et que j'étais capable de l'être. Parce que je crois que c'était ça aussi, c'est le sentiment de ne pas être capable de. Mmh. Après, je pense que
peut-être qu'on ne le sait jamais si on est vraiment capable de l'être. Mais et tant qu'on n'a pas son enfant dans les bras, je pense que tous les jours d'une vie, on se demande si on peut l'être. Mais je pense que nous, en tant que femmes, je pense que c'est quand même malgré tout assez inné. Je pense aussi, oui. Donc voilà, donc après tout ce parcours, donc il y a eu aussi il y a eu tout un temps d'autopsie, d'analyse génétique pour savoir ce qui s'était passé. Donc Ouais, toutes nos démarches en PMA ont été arrêtées. ouais, Dans la mesure où en fait les médecins devaient nous confirmer qu'on pouvait reprendre la PMA. d'accord. Ça a mis du temps, ça a mis un peu plus d'1 an avant qu'on puisse reprendre. Il devait vous confirmer, mais sur un plan physique ou psychologique également? Non, alors psychologique, à aucun moment on a été accompagné. Et d'ailleurs, C'est c'est assez vrai. fou, hein. C'est-à-dire que si c'est pas une démarche personnelle, personne en fait ne nous propose ce service. C'est assez C'est vrai. troublant. Même après l'accouchement qui a été quand même traumatique? Alors, après l'accouchement, il y a une personne, effectivement, il y a une psychologue qui est passée dans la chambre, vraiment, quand j'étais à l'hôpital. Et je pense qu'elle a bien vu que ça va, j'avais les 2 pieds sur terre et que justement, du fait de tout ce travail en développement personnel, malgré ce qu'on avait pu vivre, enfin voilà, pour moi, il y avait enfin, c'était pas une mort en soi, c'était juste la fin de quelque chose et l'ouverture vers autre chose. Alors ça, forcément, je m'en ai pas parlé, mais elle a bien senti que, voilà, il n'y avait pas d'urgence et il n'y avait pas de détresse dans mon D'accord. comportement. Ouais. Ce qui n'a pas empêché que, voilà, la douleur a été terrible. Mmh. Ça a été très très dur. Mais aujourd'hui, je peux dire que grâce à tout ce développement personnel, le deuil, il est fait. Mmh. Et ce qui est plus dur aujourd'hui, c'est vraiment de ne pas pouvoir accueillir de nouveau un enfant. Et Ouais. d'être encore dans ces démarches en PMA, d'être encore obligé de refaire tout ça. Et c'est Ouais. ça qui est vraiment difficile. Ouais, j'imagine. C'est ce sentiment de ne plus avoir d'énergie, en fait. Ouais. Donc là, ça fait 8 ans. 8 ans qu'on a commencé, en fait, à réfléchir sur cette idée d'être parent. 6 ans réellement que nous sommes en Mmh. démarche de PMA. C'est long, c'est Mmh. très très long. On passe par toutes les Ouais. étapes, c'est-à-dire il y a un peu l'euphorie, l'envie, il y a la démotivation, il y a la colère, la tristesse. Et là, je crois que je suis dans une phase où, enfin peut-être d'ailleurs, je lâche prise en me disant, eh bien peut-être que nous ne serons jamais parents. Et est-ce que c'est si grave? C'est c'est compliqué parce que cette démarche en PMA, elle nous fait poser beaucoup de questions, des questions que certaines personnes ne se poseront Mmh. jamais, c'est-à-dire pourquoi fait-on des enfants? Pourquoi veut-on Ouais. finalement avoir un mini-nous? Est-ce que c'est juste pour faire comme tout le monde? Est-ce que Mmh. c'est pour être conforme à la société? Est-ce que c'est vraiment parce qu'on transmet des valeurs? Est-ce que... Enfin voilà, on en arrive à se poser beaucoup de questions, beaucoup trop de questions. Et puis il y a aussi toujours cette question récurrente, se dire pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a fait quelque part pour vivre ça? Ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait d'ailleurs, hein? Oui, c'est Surtout sûr. quand on est dans des familles où il n'y a pas de problématique. Et en même temps, aujourd'hui, je me dis, ce que je pouvais considérer comme une faiblesse il y a quelques années, aujourd'hui, je me dis, bah, c'est aussi notre force. C'est ce qui nous a construit. Mmh. Malgré tout ce qu'on a vécu, on est très soudés. Et je crois qu'aujourd'hui, si j'ai monté ma boîte, c'est aussi grâce à ça. Dans la mesure où avant je vivais trop dans les peurs et aujourd'hui je me dis oui, mais en même temps allons-y. Peut-être que ce sera un échec, mais j'aurais essayé. Ouais. Et si c'est un succès, bah, j'aurais bien fait de me lancer. Mmh. Exactement. C'est chouette. C'est chouette de pouvoir, transcender les épreuves et en faire quelque chose de beau. C'est pas facile, mais c'est Oui, top de et je pouvoir le pense que faire, ouais. vraiment, vraiment le développement personnel peut permettre ça.
C'est-à-dire que je pense qu'une femme Mmh. qui n'a pas cette ouverture d'esprit doit être vraiment très malheureuse. Elle doit se sentir seule. Alors Mmh. je parle surtout de la femme parce que c'est vrai que, et ça c'est aussi un sujet qu'on peut aborder, la place de l'homme dans la PMA, qui est complètement occultée, et d'ailleurs qui a beaucoup perturbé mon époux, dans la mesure où lui avait le sentiment de ne servir à rien. C'est-à-dire il est complètement mis de côté et souvent il a demandé à la gynécologue mais qu'est-ce que je peux faire moi aussi contribuer, alors qu'effectivement il donne de sa semence, mais il avait le sentiment de ne rien faire et de subir quelque part. Alors subir n'est peut-être pas le terme, mais de me voir subir. De se sentir Et impuissant, ouais. c'était très Mmh. difficile pour lui aussi. Ouais, je pense que le sentiment d'impuissance des hommes, dans ce genre de parcours est assez, répandu, oui. Oui, et déjà, en fonction de la problématique de l'homme, il peut déjà se sentir potentiellement impuissant, mais ça ne fait que rajouter Mmh. à ce sentiment peut-être d'infériorité. Alors que dans notre cas, c'est-à-dire Mmh. que les torts, les pathologies sont partagées, donc il n'y en a pas un plus que l'autre. Donc il n'y a jamais eu Oui. effectivement Mmh. c'est de ta faute, c'est toi. Non, pas du tout. On n'a jamais été Ouais. dans ce registre-là. Donc ça, c'est vrai que c'était aussi confortable. Mmh. Oui, c'est sûr. Donc après cette fameuse, grossesse qui n'a pas abouti, vous avez donc, pris 1 an de repos pour vous relever de tout ça et vous avez refait des FIV du coup? Alors ça a été un peu plus compliqué, c'est-à-dire que, alors il nous restait des embryons, c'est surtout ça. D'accord. Mais ce qui m'a beaucoup perturbée, enfin ce qui nous a beaucoup perturbé, c'est que c'était des embryons du même, on va dire de la même Ouais. fournée que notre petit Céleste. Ouais, Et j'avoue que, il y avait quelque chose qui me dérangeait. ouais, Sauf que nous étions obligés en fait d'implanter ces embryons avant de pouvoir en refaire d'autres. Et d'accord. naturellement, mais je pense que j'avais tellement pas envie finalement que ces embryons fonctionnent, peut-être par peur que qu'on revive une situation similaire, ça n'a pas fonctionné. Alors, si, il y en a un qui s'est accroché, mais qui s'est transformé en œuf clair. D'accord. Ce qui d'ailleurs m'a beaucoup troublée parce que je comprenais pas vraiment comment un embryon pouvait se transformer en œuf clair. Voilà. Mmh. Donc il y a eu une pseudo-grossesse, mais là encore qui n'a pas abouti. Et suite à cette grossesse, il a fallu donc provoquer une fausse couche pour retirer l'œuf clair. Ça s'est transformé. Enfin, en fait, j'ai vécu vraiment beaucoup de choses assez horribles, hein. Mmh. Car lors de la prise de traitement pour provoquer la fausse couche, j'ai fait une hémorragie. Car le médecin, j'en rigole hein, parce que des fois je me dis bon, le médecin c'était un jeune médecin qui s'était trompé dans la posologie et ne m'avait pas indiqué comment. Voilà, il avait mis la posologie, mais il m'avait pas dit qu'il fallait comment dire diviser, c'est-à-dire prendre Ah une partie de la oui, posologie, voilà, au début et si ça ne fonctionnait pas, le ouais. prendre 3 heures après. Mmh. Donc voilà, donc moi j'ai tout pris, même s'il y a une part de moi qui n'avait strictement pas envie de le prendre, et je pense que Ouais, j'aurais dû le mettre. tu le sentais, Donc ouais. voilà, donc ça c'est, mon mari m'a retrouvée dans un bain de sang dans les toilettes. Enfin, ça a été pour lui aussi très très éprouvant cette période. J'imagine, ouais. Voilà, et après ça, donc il a fallu que je refasse des examens médicaux pour s'assurer que tout allait bien. Ils ont découvert que là, malgré cette perte conséquente de sang, 2 mois après, j'avais de nouveau une poche de sang dans l'utérus. Donc bon, voilà, je te passe les détails, mais il a fallu que je me fasse réopérer pour enlever cette poche de sang. Donc voilà, donc bon, oui, on a eu à peu près Ouais. 1 an où ça a été assez compliqué entre les résultats d'autopsie plus tout ça. Ça a été vraiment assez terrible. Donc après, on a fait une pause assez longue en attendant de refaire une FIV et d'avoir de nouveaux embryons. De refaire un protocole complet, Voilà. ouais. Donc là, on est dans notre deuxième cycle de FIV, ce qui n'est pas énorme en soi sur 8 ans. Ouais. Mais là, plus ça va, moins j'avoue j'ai d'énergie
pour les piqûres, enfin voilà, pour les traitements. Et puis je crois que j'ai aussi l'appréhension de me dire, mais à chaque fois que je recommence quelque chose, c'est de pire en pire. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas arrêter? Est-ce que c'est pas un signe Ouais. que voilà, là aussi, il faut lâcher prise. Il faut vraiment arrêter. Et j'avoue que durant le confinement, il y a quasiment une révélation en disant, mais voilà, on termine ça, parce que l'objectif, ce serait dommage de laisser des embryons non utilisés. Et après, je ne suis pas sûre qu'on reprendra un troisième cycle de FIV. Donc ça implique potentiellement de faire le deuil de quelque chose. Donc ça va être compliqué. On verra. On va se laisser jusqu'à la fin des embryons. Mais je sens que c'est peut-être plus le bon parcours. D'accord. Et du coup, là, vous êtes toujours sur, des embryons congelés? Tu avais refait une FIV, tu avais réussi à obtenir plusieurs embryons, Alors c'est oui, ça? alors c'est vrai que c'est sur ça par contre où je me rends compte qu'on a beaucoup de chance, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait des FIV, on avait quand même beaucoup d'embryons. Donc quand je dis Ouais. beaucoup, c'est que là, la deuxième FIV, nous avons eu 5 embryons, ce Ah qui est ouais. quand même énorme. Donc Ouais. j'en conviens et vraiment, je me rends compte combien on a de la chance sur ça. C'est vraiment super. Donc ce qui fait que ça nous permet de tenir longtemps sans avoir à refaire un Mmh. protocole complet. Parce que c'est vrai que ce qui est le plus éprouvant pour moi, malgré tout, c'est la ponction ovarienne. Ouais. Ça, c'est vraiment très très difficile. Mmh. D'accord. Donc là, aujourd'hui, il vous reste combien d'embryons à transférer? Alors, il nous en reste de mémoire 3. Donc, nous avions prévu d'en refaire au printemps, donc ça n'a pas pu se faire avec le confinement. Ouais. Donc, on s'était fixé avant l'été, et puis j'étais dans un état d'épuisement tel qu'on s'est dit que ça ne servait à rien. Donc, je Mmh. pense qu'on on reprendra à la rentrée. Mmh. Voilà, une fois que je serai un peu requinquée. Et puis aussi parce que, voilà, étant donné que j'ai créé ma boîte en mars, Mmh. ça me laissait aussi le temps de pouvoir mettre en place, mettre en route cette nouvelle activité. Parce que, en fait, ça a été quasiment le fil rouge de ma vie hein, et de mon parcours de PMA, c'est à chaque fois me dire, mais oui, mais comment je fais si je tombe enceinte? Par exemple, si j'arrive dans un nouveau boulot, si voilà, il y avait toujours ce stress de se dire oui, mais comment je fais Mmh. Me dire mais oui, mais je ne peux pas faire ça à un employeur si 15 jours après être arrivée, je tombe enceinte, voilà. Donc il y avait une espèce de fidélité au travail qui était peut-être trop forte Ouais. et qui ne permettait pas de lâcher prise vis-à-vis de ça. Ouais. Mmh. Donc voilà, mais c'est avec le recul en fait qu'on se rend compte aussi des mécanismes qu'on peut avoir, mais quand on est dedans, souvent on ne s'en rend absolument pas compte. Oui, tout à fait, tout à fait. Il faut pouvoir, avoir un petit peu un regard objectif et du coup avoir un peu de recul sur tout ça pour, oui, pour avoir un regard objectif en fait sur la situation, c'est sûr. Voilà, Sur, ses choix, ses blocages, ses pensées limitantes, et cetera. oui, pensée limitante, oui, effectivement. On a tous un certain nombre. Exactement. D'accord. Et ouais, tu disais là, en fait, vous allez finir les transferts, enfin, vous allez tester, les différents transferts, mais c'est comme si tu te sentais plus alignée avec ce parcours aujourd'hui, quoi? Pour être tout à fait objectif, je crois que je ne l'ai jamais été. Ouais, Et en même temps, je ne voyais pas d'autres possibilités. Enfin, comment dire? d'accord. Je ne voulais pas avoir le regret en ne le faisant pas, de me dire: «Ah oui, mais il y avait peut-être qu'il y avait Mmh. autre chose de possible». De ne pas avoir tout testé, ouais. Ouais, voilà, donc là, voilà, c'est de se dire: «Bon, je l'aurais testé et quelque part ça a fonctionné, Mmh. mais ça a fonctionné quand moi j'étais vraiment prête». Sauf que j'aimerais retrouver cet état. Mmh. Alors peut-être qu'il faut que je reparte en Inde pour retrouver cet état de béatitude, je ne sais pas. Mais je pense que le parcours de PMA peut fonctionner à partir du moment où on est en paix avec ça. Tout à fait. C'est-à-dire se dire: «Oui, ce sont des traitements médicaux, mais je l'accepte». Mmh.
je l'accepte et quelque part, je m'en réjouis en me disant, à chaque piqûre, c'est vrai que j'ai essayé de le faire aussi sur certains cycles, en me disant à chaque piqûre, c'est merci, merci, parce Mm. que ça m'offre la possibilité de peut-être pouvoir être enceinte. Donc Ouais, mettre ça un peu dans la lumière, et je pense que ça peut fonctionner pour certaines femmes, pas ouais, pour toutes. j'en suis convaincue aussi. Donc je pense que ce parcours n'est pas tout mauvais. Il faut quand même s'armer de patience, il faut s'armer psychologiquement, parce qu'on tombe sur des médecins qui sont vraiment pas toujours bienveillants et compatissants, ce qui Mm. peut paraître complètement fou dans un parcours comme celui-ci. Ça, c'est sûr. Moi, ce qui m'a beaucoup attristée aussi, c'est de voir les salles d'attente remplies de femmes qui vivaient la même chose. Et Mm. moi, c'est vrai que j'arrivais toujours plus ou moins avec le sourire en me disant, bon, bah, voilà, les couples, elles viennent, bon, bah, c'est les couples, elles viennent, c'est pas très réjouissant, mais bon, Oui. allons-y, quoi. Euh, et de voir toutes ces femmes qui avaient l'air si tristes dans les salles d'attente. Et moi, Mm. enfin, voilà, j'aurais eu envie de leur dire un petit mot gentil en leur disant, allez, allez-y avec le sourire, de toute manière, c'est Ouais. peut-être pas tout mauvais. Et en même temps, je me disais, non, mais on va me prendre pour une folle. Euh, mais j'aurais eu envie, oui, de quelque part, de presque les prendre dans mes bras et de leur dire, allez, ça va aller, tu vas Mm. y arriver. Ou peut-être que tu Mm. n'y arriveras pas, mais on est tout ensemble, on est là, on peut se serrer les coudes et on vit la Ouais. même chose. Donc, même si chacune le vit très différemment, mais on est ensemble, quoi. On est vraiment ensemble. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de détresse. Je me rappelle, d'une réunion qui était obligatoire avant, la reprise de mon 2e parcours en PMA D'accord? et j'avais compté, on était, je sais plus, 45 ou 50 couples et ils faisaient des réunions toutes les semaines, quoi et ça m'avait choquée en Ouais. me disant: «On est si nombreux que ça» et il y avait une espèce d'ambiance un peu pesante où on se regardait tous et on se disait: «Mais à quel stade chacun en est? Quelle est l'histoire?» C'est vrai que l'énergie est vraiment très pesante, en fait, dans ce parcours et ouais, c'est des souvenirs un peu particuliers, ouais. Et c'est vrai que c'est très juste ce que tu dis, c'est le nombre de personnes dans le même Mmh. parcours, Ouais, et ça pose vraiment question. Dans la ouais. mesure où il y a, je pense, 30 ans, c'était certain, il y avait des couples qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Le parcours de PMA était assez balbutiement, mais je Mmh. ne pense pas qu'il y avait autant de couples. Aujourd'hui, Non. c'est impressionnant la quantité. Et Ouais. ça pose question. Est-ce que c'est nos modes de vie? Donc, est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est les nouvelles technologies, le fait d'être près d'un ordinateur? Mmh. Est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce que c'est... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça pose vraiment question. Ouais. Nous, on a changé beaucoup de choses dans notre vie en se disant, bah, peut-être que c'est ça, genre, les poils Tefal, on les a toutes virées de nos placards Ouais, c'est depuis clair. des années. Le micro-ondes, on n'en voulait plus. Voilà, donc Mmh. on a essayé d'adapter notre alimentation. Bon, après, rien n'y a fait. Ça n'a absolument rien changé. Malgré tout, moi, je suis toujours en recherche de nouveaux éléments en disant, ah, bah, peut-être que c'est une carence en vitamine D, peut-être que c'est ci, Mmh. c'est ça. Et peut-être que c'est juste ce qu'on doit vivre et peut-être qu'il faut juste qu'on se pose pas de questions et qu'on Ouais. accepte ce parcours. Mais c'est Mmh. difficile d'accepter. Ah ça, c'est sûr, parce que c'est quelque chose qu'on nous force à faire, en fait. C'est pas un choix délibéré et c'est ça qui est le plus difficile, je pense, à accepter. Oui, C'est que ça vient pas de nous, c'est la force des choses, c'est la force, de la vie et de ces difficultés qui nous poussent à arriver là et du coup, je pense que c'est ça qui est le plus difficile à accepter. oui, surtout quand tu vois aussi les autres, et surtout ceux qui sont dans un parcours de PMA qui enfin y arrivent et qui Mmh. passent. Enfin, nous, c'est vraiment ce qu'on a ressenti avec de nombreux amis. Tant qu'on est dans un parcours de PA, on se sent malgré tout soudé. Et à partir du moment où un couple commence à avoir un enfant, il y a une dynamique qui change. Et en fait, au fur et à mesure, eh bien, on voit tout le monde y arriver. Et nous, on reste au Sur bord le de la quai, ouais. route. On se dit, mais quand Ouais. est-ce que ce sera notre tour? Mmh. Et c'est difficile de réussir à se construire dans cette société en n'ayant pas d'enfants. Mmh. Donc, Quand c'est ton souhait le plus cher, oui, ça c'est sûr. Mmh. Ouais. tout à fait.
Et tu disais que tu cherchais encore, des explications, des solutions, des outils, en fait. Est-ce que justement tu te fais, accompagner par des médecines, alternatives, par exemple, ou, autre chose? Oh oui, j'ai testé beaucoup, beaucoup de choses. Je ne pourrais pas toutes, t'énumérer, mais oui, oui, j'ai vraiment cherché, oui, j'ai vraiment cherché loin, sur de la médecine quantique, sur, la reprogrammation cellulaire, sur, enfin voilà, j'ai vu vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et alors je pense que ça m'a aidée plus à me construire, moi-même, mais pour Ouais, autant ça ne m'a pas permis d'avancer aujourd'hui sur ce sujet. ouais. Pas encore du moins. Et en même temps, toutes ces médecines parallèles ne sont pas là pour, comme une baguette magique. Elles donnent Non, plutôt des outils. Donc après, c'est à moi d'avoir la compréhension. tout à fait. Et pour le moment, voilà, je ne sais toujours pas pourquoi on vit ça. C'est ouais, c'est la grande question, je crois, le pourquoi. Et c'est pas facile, ouais. C'est pas facile de trouver, cette réponse, si tant est qu'il y en ait une d'ailleurs. Oui, il y en a peut-être pas. Et juste accepter qu'il n'y ait pas de réponse. C'est peut-être ça, oui, la réponse, si. C'est parce qu'il faut accepter, il faut apprendre à accepter et à en retirer du positif parce que malgré tout, comme tu disais, ce parcours, nous apprend beaucoup de choses, sur nous et nous apporte du positif, dans le négatif. Ah oui, complètement. Enfin, vraiment, vraiment, si je peux apporter, enfin, sur ce témoignage, dire aux femmes qui sont dans ce parcours qu'il faut, d'une part, garder espoir, malgré tout, mais que la PMA ne les définit pas. C'est pas parce Mmh, qu'on est dans un parcours de PMA qu'on est forcément moins bien ou déficiente, ou voilà. Ça ne définit pas qui l'on est vraiment, et la richesse de ce qu'on peut avoir à l'intérieur de nous-mêmes. mmh, tout à Et fait. voilà, et quelque part, c'est aussi cette spécificité qui fait on est différente, mais peut-être aussi dans le bon sens. Mmh, ouais. Et c'est ça qui me plaît aussi aujourd'hui, me dire, bah finalement, oui, je suis une femme sans enfant, enfin si, avec un enfant, mais bon, au regard Oui. de la société, non. Mmh. Et alors? Et alors, Mmh. je peux aussi être chef d'entreprise, je peux aussi m'épanouir par moi-même, je peux aussi faire plein d'autres choses. Et voilà, je peux être, tout simplement. Mmh. Tout à fait. Ce parcours, à quel point il a impacté votre couple, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour rester soudés, pour traverser tout ça? L'humour. Mmh. Beaucoup, beaucoup d'humour. Alors j'ai un mari oui, qui a beaucoup d'humour, donc c'est vrai qu'on a toujours su rire de certains événements, et puis la communication. On a Mmh. beaucoup parlé, enfin il m'a surtout beaucoup écouté. Et je crois qu'en fait, ça n'a fait que renforcer notre couple. Je sais que certains, ça les sépare. Pour nous, au contraire, ça nous a vraiment rapprochés. Et d'autant plus dans la période de grossesse pathologique, où là, Mmh. je crois qu'on n'avait même pas besoin de se parler. Voilà, on était d'accord. Il suffisait juste qu'on se regarde et voilà, on savait ce qu'il fallait faire ou ce qu'il fallait dire. Ouais. Donc oui, nous, ça nous a renforcés. Dans cette épreuve, ça nous a vraiment renforcés. Mmh. Après, voilà, il y a toujours des hauts et des bas. C'est pas toujours linéaire, hein, bien évidemment. Mais il n'y a jamais eu de point de discorde. Alors, d'une part, je pense, comme je le disais, du fait déjà qu'on était sur un pied d'égalité en termes Mmh. de déficience, si on veut. Mmh. Parce que je pense que c'est plus compliqué quand il y en a un vraiment qui est complètement stérile et l'autre qui potentiellement est plutôt sain. C'est sans doute plus complexe. Mmh. Peut-être qu'il y a de la culpabilité d'un côté, peut-être que voilà, il y a de la colère de l'autre. Là, c'était pas le cas. Mais voilà, ça s'est toujours plutôt bien passé. Et le fait que voilà, mon époux m'ait toujours laissé assez libre dans le rythme aussi des traitements. Ça, cette liberté était essentielle pour moi. Je pense que j'aurais mal vécu s'il me mettait la pression en me disant non, mais il faut qu'on enquille, allez, il faut que le mois prochain reprenne. Je suis pas sûre que j'aurais supporté cette pression. Mmh. OK. Pour conclure, est-ce que tu aurais, un conseil, en fait, pour les femmes qui nous écoutent et qui vivent mal, l'attente, ce parcours un peu difficile, Alors je pense que le conseil déjà, c'est de ne pas hésiter à en parler autour de soi,
Souvent, je me suis rendu compte que les gens autour de nous n'osent pas nous poser de questions. Ils ont peur de blesser, ils ont peur de mal faire. Mais c'est peut-être à nous, qui vivons ce parcours, d'être quelque part les ambassadeurs de les ambassadrices de ce qui se passe, et de montrer aussi que c'est pas toujours facile. Et c'est peut-être ça que j'ai appris dans mon parcours, moi qui gardais beaucoup pour moi, en me disant il faut que je sois forte, peut-être aussi réussir à se livrer en disant là non, là c'est compliqué, là c'est difficile, là on attend, là voilà, mais mettre des mots sur un ressenti. Je pense que c'est aussi ça, savoir s'exprimer simplement, sans être dans le pathos, juste dire ce qui se passe, tout à fait. exposer les faits. Et puis je pense ne pas hésiter à en parler aussi avec voilà, quand on est dans une salle d'attente, ne serait-ce qu'un regard, un sourire, ça change tout. Donc voilà. Et essayer de prendre aussi beaucoup de recul vis-à-vis du corps médical. C'est-à-dire que vous êtes seul à pouvoir avoir une action sur votre corps. Donc s'il y a une action qui vous déplaît, c'est aussi pouvoir le verbaliser et dire non, là vous me faites mal, là je suis pas à l'aise, là voilà. Donc c'est ça. Donc en fait ça passe quand même beaucoup par la communication, je pense. Et je suis d'accord. voilà, vous avez un pouvoir créateur immense, que ce soit dans ce domaine-là ou dans un autre, mais voilà. Donc faites-vous confiance. Merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, quelque chose que tu voudrais partager avec nous? J'aimerais juste dire que effectivement, pour celles qui ne seraient pas dans une démarche de développement personnel, après je sais que ça ne se commande pas, mais commencer à peut-être se tourner vers d'autres choses qui apportent beaucoup de bienfaits et beaucoup de soulagement sur toute cette démarche. Donc voilà, commencer à peut-être s'ouvrir à plus large que la PMA, et ça peut être un bon support. Et d'ailleurs, toi, du coup, le développement personnel, tu es rentrée dedans grâce aux livres, grâce à des vidéos, des choses comme ça? Alors, je suis rentrée dedans plus vis-à-vis de rencontres de personnes qui ont fait écho. Enfin, je me souviens en fait d'une phrase, la première phrase, je pense, qui a fait vraiment tilt en moi, c'est une personne qui m'a dit « Mais tu sais, Justine, on choisit ses parents. » Et je me suis dit « Mais de quoi elle me parle ? Je ne comprends pas. » Et c'est après que j'ai vraiment compris. Donc voilà, et ça, je pense que ça a été le point de départ de toute une réflexion que j'avais déjà. Mais là, j'ai tiré le fil et j'ai découvert un univers incroyable, donc et je ne m'arrêterai plus. Je continuerai jusqu'à la fin de mes jours. Oui, je crois que quand on est rentré dedans, quand on a la tête dedans, on veut plus en sortir, ça c'est sûr. Ah oui, on peut. Je me dis, mais ça m'a apporté tellement de bienfaits, de transformation, et je pense que si je n'étais pas passée par le développement personnel, aujourd'hui, je serais détruite au regard de ce que j'ai vécu. Et là, j'ai réussi à me relever. Je ne sais pas comment. Franchement, je n'en ai aucune idée. Mais aujourd'hui, j'ai le sourire et je continue à avancer. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bonne question. De continuer à m'épanouir. Et effectivement, si un jour je peux tenir dans mes bras un petit bébé à aimer, ce sera le plus beau cadeau que la vie pourra nous faire. Je te le souhaite de tout cœur, je vous le souhaite de tout cœur. Je te souhaite une belle continuation, toujours plus de reconnexion à toi et puis voilà, plein de belles choses et merci beaucoup pour ton témoignage. Je t'en prie, je te remercie vraiment pour cette possibilité de pouvoir s'exprimer via ce podcast. Et merci à toi. Avec plaisir. Belle journée. Merci. Au revoir Mélanie. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Pour ne manquer aucun épisode, suivez Serendipity le podcast sur Instagram et pensez à le soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Si vous souhaitez vous aussi témoigner, n'hésitez pas à m'écrire via mon compte Insta, je serai ravie d'échanger avec vous. Et en attendant le prochain épisode, souvenez-vous de cette citation de Paul Éluard, « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Prenez bien soin de vous.